écoutez, je remercie quand même les organisateurs de l'association des médecins généralistes de Casablanca pour cette opportunité, ainsi que les laboratoires Pharma 5, pour vous parler d'une pathologie que je qualifierais de transdisciplinaire, c'est-à-dire que je pense que tous les cabinets, quelle que soit la spécialisation, peuvent avoir à gérer cette pathologie, qui est une entité assez récente qui s'appelle l'hyperactivité vésicale. Donc moi je suis chirurgien urologue avec une forte orientation oncologique, mais je gère, du fait de ma spécialité, beaucoup de pathologies médicales dans l'hyperactivité vésicale. Alors tout d'abord, quelques définitions. L'hyperactivité vésicale, j'ai à chaque fois mis les termes anglais pour vous permettre de retrouver les références qui font donc une description de cette pathologie dans la littérature. Donc c'est bladder overactivity. Donc c'est un syndrome d'hyperactivité vésicale qui est défini de façon très clinique et simple, qui associe donc une urgenturie. Donc on verra après comment on définit une urgenturie, mais c'est assez compréhensible par le terme, qui peut être généralement associée donc à une polacurie, donc une notion de fréquence, et une nicturie, qui est simplement la polacurie nocturne. Aujourd'hui on l'appelle nicturie parce qu'elle a un retentissement très spécifique dans la mesure où elle interfère avec le sommeil du patient. Donc c'est avec ou sans incontinence. Donc on n'est pas obligé d'avoir une incontinence, des fuites d'urine, pour qualifier l'hyperactivité vésicale. Donc bien évidemment, en l'absence d'infection urinaire ou d'autres pathologies évidentes, cela c'est pour opposer ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale idiopathique, ou donc sans cause organique retrouvée. Donc cela ferait d'elle donc une pathologie fonctionnelle de l'hyperactivité qui peut être secondaire à une autre pathologie ou évoluer en parallèle à une pathologie spécifique du patient et qui nécessite, en plus de la gestion de l'hyperactivité vésicale elle-même, la prise en charge de la pathologie spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle urgenturie ou urgency? Donc c'est un besoin qui est soudain d'uriner et qui est difficile à différer. Donc il faut le différencier bien sûr d'un besoin physiologique urgent qui va succéder à plusieurs besoins progressifs d'intensité croissante. C'est vraiment un besoin qui est d'emblée brutal et difficile à différer. Donc c'est assez facile. De toute façon, à l'interrogatoire, les patients le rapportent de façon assez spontanée. Et donc, par cette urgenturie, on peut ensuite définir ce qu'on appelle le délai de sécurité, c'est-à-dire combien le patient peut tenir pour arriver aux toilettes afin de faire pipi. Et donc plus ce délai est court, bien évidemment, plus il y a un risque de fuite, donc d'incontinence. Vous comprenez, on peut avoir une urgenturie sans fuite associée dans un certain nombre de cas. Ensuite, il y a la notion de polakiurie, donc c'est une ancienne appellation, frequency, donc c'est la fréquence mictionnelle journalière qui va être augmentée. Et habituellement, on dit habituellement parce que d'un patient à l'autre, d'un pays à l'autre, selon les apports hydriques, etc., cette fréquence varie, mais généralement, elle doit être inférieure à 8 par 24 heures, dont 2 la nuit, ou en tout cas inférieure à 2 la nuit. Donc on peut tolérer jusqu'à un lever nocturne qui peut être considéré comme normal. Donc elle suppose donc qu'il y ait une notion de gêne par le patient, donc quelqu'un qui va uriner 9 fois par jour mais qui ne rapporte pas de gêne particulière, on le laisse surtout tranquille. Donc voilà. Donc la quantité d'urine par 24 heures, c'est très important parce que la polakiurie, il faudra bien sûr la différencier de la polyurie, qui peut être corrélée à certaines pathologies ou à des habitudes alimentaires importantes, donc des apports hydriques excessifs. Donc la normale, en termes de durée, c'est inférieur à 40 ml par kilo par jour, soit il ne faut pas que la durée dépasse 2,8 litres pour un adulte d'environ 70 kg. Tout ça, c'est des notions simplement pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, la nicturie, donc, qui est la variante nocturne de la polakiurie, donc c'est une notion assez récente dans la littérature, nicturia, parce qu'elle va avoir un impact très important sur la qualité de vie des patients via l'impact sur le sommeil. Et donc, elle va entraîner beaucoup de retentissements socio-professionnels et psychologiques. Donc, c'est la plainte d'un patient qui doit se réveiller la nuit afin d'aller uriner une fois ou plus. Donc, on a dit tout à l'heure que c'est plutôt supérieur à une fois.
Donc c'est différent bien sûr de la polyurie nocturne, et on va savoir comment on peut différencier une polyurie nocturne d'une nicturie par un examen qui est assez simple. Et puis ensuite, il faut vraiment préciser si c'est vraiment l'envie d'uriner qui réveille le patient. Parce que si les patients ont des troubles du sommeil et qu'ils sont réveillés et ils ne trouvent rien d'autre à faire que d'aller aux toilettes, c'est différent de vraiment un besoin d'envie d'uriner qui va réveiller le patient. Donc c'est ça la définition de la nicturie. Alors maintenant, on revient à l'incontinence. Donc on a dit l'hyperactivité vésicale peut être associée ou non à une incontinence. Donc l'incontinence, je vous rappelle, est une perte d'urine involontaire par le méa urétral, parce qu'on peut avoir des pertes involontaires d'urine, mais par une fistule, par exemple, post-obstétricale ou autre. Ce n'est pas de la vraie incontinence. Donc l'incontinence urinaire, donc par hyperactivité, est une fuite d'urine précédée par une envie soudaine d'uriner, donc liée à une urgenturie, avec un délai de sécurité assez court, ce qui ne permet pas au patient d'arriver bien sûr jusqu'aux toilettes. Et donc elle traduit derrière une contraction très forte du muscle vésical qui s'appelle le détrusor et qui traduit donc une hyperactivité détrusorienne. Juste, je fais une petite précision. Hyperactivité vésicale ou HAV est une notion clinique. L'hyperactivité détrusorienne est une notion urodynamique. Donc c'est quelque chose qu'on enregistre sur le tracé urodynamique. Donc l'hyperactivité vésicale traduit le plus souvent une hyperactivité détrusorienne, mais juste sur le plan sémantique, on sépare ces deux entités-là. Et bien évidemment, quand on a un tableau clinique évocateur d'hyperactivité vésicale, ce n'est pas obligé de le confirmer avec un bilan urodynamique. D'ailleurs, l'absence d'hyperactivité détrusorienne objectivée n'écarte pas le diagnostic clinique que vous aurez posé tout simplement en interrogeant votre patient. Alors, un petit panel pour parler de l'incontinence, pour qu'on ait les idées claires. Donc on a dit que l'incontinence peut rentrer dans le cadre d'une hyperactivité vésicale. Donc l'hyperactivité vésicale peut être responsable d'une incontinence. Et d'ailleurs, on classe les incontinences souvent en trois. De gauche vers la droite, on a le IE, c'est l'incontinence d'effort. La IUU, c'est l'incontinence urinaire par urgenturie, donc c'est celle-là qui peut être liée à l'hyperactivité vésicale. Et au milieu, vous avez un croisement entre les deux, IUM, donc c'est l'incontinence urinaire mixte. D'ailleurs, c'est pas rare que vous ayez des fuites à la fois à l'effort. Donc ce qu'on dit à l'effort, c'est souvent à la toux, à l'éternuement, bien sûr à la pratique d'activité physique, le saut, etc. Donc ça, c'est typiquement incontinence urinaire dite d'effort. L'incontinence urinaire par urgenturie, donc le patient ou la patiente n'a simplement pas le temps d'arriver jusqu'aux toilettes, donc c'est précédé par un besoin urgent, irrépressible, et donc ces deux peuvent être associés. Et comme vous pouvez avoir sur la droite une hyperactivité vésicale, donc urgenturie avec polacurie, éventuellement nicturie, sans forcément de fuite. Voilà, pour qu'on ait les idées très claires là-dessus. Donc simplement, je vous disais en préambule que c'est quelque chose qui est très fréquent, donc vous allez tous en voir, et vous envoyez déjà plein de patients qui souffrent de cette pathologie-là. C'est assez fréquent, et d'ailleurs ça touche les deux sexes, ce n'est pas uniquement les femmes, c'est également les hommes. Évidemment, l'âge également est un facteur de risque, parce qu'on voit que la prévalence augmente avec l'âge, donc c'est par le biais d'un vieillissement du système vésico-sphinctérien. Et deuxièmement, la répartition elle est assez équilibrée si vous voyez la courbe de droite, avec au début, en bas âge, plutôt les femmes, mais ça s'équilibre à partir du troisième âge. On a une petite prédominance masculine, donc finalement, ça s'équilibre. Donc c'est une pathologie qui est assez fréquente dans les deux sexes, et vous voyez, ça démarre dès 40 ans. Elle a bien sûr un impact important sur la vie sociale, sur le sommeil. Ça retentit bien sûr sur le travail via l'absentéisme, et puis ça peut entraîner des troubles psychologiques, dont des dépressions. On ne va pas rentrer dans le détail de la physiopathologie, mais simplement pour qu'on ait une idée de comment fonctionne ce système vésico-sphinctérien et la fonction urinaire, parce que cela se traduit, ça vous permet de comprendre toutes les causes possibles. Donc on a sur le petit schéma de droite en rouge une vessie, qui, je vous rappelle, est principalement constitué de muscles, le détrusor, avec en bas du muscle donc le système de verrouillage qui est, excusez-moi j'ai oublié de désactiver, qui est le sphincter, strié bien sûr. Donc la musculature vésicale ou le détrusor est sous la dépendance principalement du parasympathique, donc de l'acétylcholine,
Donc l'acétylcholine est le médiateur qui va entraîner la contraction du détrusor, d'où des implications sur le plan thérapeutique pour l'hyperactivité vésicale. Et ensuite, on a le nerf pudendal qui agit sur la partie système de verrouillage, donc sphinctérien. Donc c'est principalement des récepteurs adrénergiques, d'où l'utilisation d'ailleurs des alpha-bloquants dans les obstructions, notamment chez les hommes. Ensuite, ça c'est au niveau, on va dire, local, au niveau régional, au niveau médulaire. Il y a des centres qui contrôlent ça au niveau de la moelle épinière, notamment au niveau entre T10 et L2. Et puis on a un centre au niveau sacré, et avec des connexions à la fois avec le cortex cérébral et puis avec les noyaux sous-corticaux. Donc il y a une notion de volonté, bien évidemment, ça vous l'avez compris, au niveau de la miction. C'est ce qui permet de véhiculer le message qu'il y a une miction et que le patient doit se mettre en condition. Donc il y a une notion de psychisme et de volonté qui intervient dans la miction. Alors au niveau physiologie, le cycle mictionnel normal, vous savez que durant ce qu'on appelle la phase de remplissage, donc pendant que les urines arrivent par chaque méa, la vessie doit se laisser distendre, donc il y a une notion de compliance au cours du remplissage. Donc il ne doit pas y avoir ce qu'on appelle de contraction vésicale désinhibée. Donc vous voyez, avec le temps, plus le volume vésical augmente, plus le besoin commence à être ressenti, et ce besoin est croissant jusqu'à un besoin qui est vraiment imminent et qui permet à la personne de se mettre en condition pour avoir une miction. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le urge, c'est le besoin physiologique qui est pressant mais de survenue progressive et habituellement différable. Maintenant, le même cycle vu au cours d'une hyperactivité vésicale ou une HAV, vous voyez que ce besoin est rapidement croissant avec une période réfractaire qui devient courte, donc l'intervalle entre deux mictions se raccourcit avec des mictions rapprochées pour des faibles volumes. Et ça, d'ailleurs, ça traduit ce qu'on appelle un trouble de la phase de remplissage. Alors, dans la physiopathologie maintenant, vu le schéma précédent, la diapo qui était juste avant la précédente, il y a les causes possibles d'une hyperactivité vésicale, qui seraient dans ce cas-là non idiopathiques, sont nombreuses. Il y a bien évidemment les causes neurologiques, ça paraît évident, mais il y a également les causes locales, donc les pathologies vésicales, qu'elles soient infectieuses, tumorales. Il y a également, donc en deux, vous voyez le vieillissement. D'ailleurs, la prévalence le montre largement. Ça augmente avec l'âge, donc l'âge également est une des causes ou un facteur de risque. Et puis il y a des comorbidités, l'obstruction, on verra par quel mécanisme, et puis les pathologies de l'urothélium, etc. Alors, l'obstruction elle-même peut entraîner l'hyperactivité vésicale, et le meilleur exemple est l'adénome de prostate chez l'homme. Vous savez, pourquoi est-ce que les hommes qui souffrent d'un adénome de prostate ne présentent-ils pas uniquement une dysurie avec un G faible ou des mictions lentes? Ils ont aussi la polacurie, la nicturie, etc. Parce que l'obstruction génère par des mécanismes plus ou moins complexes aussi une hyperactivité vésicale réactionnelle. Donc c'est le détrusor ou c'est l'hyperactivité vésicale qui explique d'ailleurs la polacurie chez les hommes souffrant d'adénome de prostate, et c'est pour cette raison que de plus en plus on peut proposer une bithérapie chez certains hommes associant à la fois les alpha-bloquants et les anticholinergiques. Donc quel est le mécanisme? Donc l'obstruction va générer de l'ischémie avec une dénervation partielle, elle va entraîner une altération du détrusor, une expression de certains facteurs dont le NGF, et cela va aboutir donc à une hyperactivité du détrusor. Donc comment se fait le diagnostic en pratique d'une hyperactivité vésicale? En fait, c'est clinique, c'est vraiment l'interrogatoire. On peut s'aider par un examen clé pour pouvoir quantifier le trouble et puis voir en fait l'importance du retentissement et écarter certains diagnostics différentiels, dont la polyurie. Cet examen très simple s'appelle le catalogue mictionnel. Donc le catalogue mictionnel sur lequel le patient doit remplir simplement les heures de miction, le volume en millilitres, l'heure à laquelle il se couche, l'heure à laquelle il se lève, etc., s'il y a des fuites, etc. Les apports hydriques, on peut les noter ou pas. D'ailleurs, en calculant la diurèse, la quantité d'urine sur 24 heures, on a une idée si le patient a des habitudes excessives. Quand les patients urinent 5 litres, il y a déjà un problème au niveau des apports. Donc voilà. Alors ce catalogue est téléchargeable facilement. Si vous tapez catalogue mictionnel sur Google ou Eurofrance, vous allez
tomber sur ce catalogue que j'imprime moi-même à mes patients, sachant que la première page leur explique clairement, pour ceux qui comprennent bien le français, comment il faut le remplir. Donc sur 3 jours consécutifs idéalement, sans changer les habitudes. Quand ils le font très bien sur 2 jours, déjà ça vous donne une idée assez claire. Alors ensuite, sur le plan clinique, en plus de ce catalogue mictionnel, donc l'interrogatoire, bien évidemment, on recherche les signes associés, etc., qui peuvent nous orienter vers des causes ou des pathologies associées. Selon les cas, ça peut être un examen gynécologique chez la femme, un examen urologique chez l'homme, un examen neurologique selon le contexte, même un examen neurologique simplifié, un examen cutané, digestif. Donc tout ça, bien sûr, vous avez un algorithme qu'on a tous qui s'appelle le sens clinique. C'est selon le patient, on va faire des choses plus ou moins ciblées. On ne va pas réciter tous les examens possibles dans toutes les situations. Donc rapidement, dès que vous avez le patient, selon son âge, son contexte, ses antécédents, vous allez plutôt être orienté vers un appareil donné ou une étiologie donnée. Donc la paraclinique, quels sont les examens qu'on va faire de façon assez systématique? Il y a 2 examens simples qui, à mon sens, s'imposent. C'est un simple CBU, parce que le CBU, déjà, vous allez écarter l'infection urinaire, qui elle-même peut donner un tableau d'hyperactivité. Le CBU, je vous rappelle qu'il montre également les hématuries microscopiques, donc ça peut attirer l'attention sur la présence d'hématuries, notamment chez des patients tabagiques. Et puis une simple échographie, vessie pleine, vessie vide, etc. Donc vraiment, c'est des examens de base. Donc l'hémoglobine glyquée, c'est selon le contexte. La cystoscopie également, c'est selon le contexte. Et encore moins le BUD, le bilan urodynamique. C'est quelque chose qui est très cité, etc. Mais globalement, le bilan urodynamique, en pratique, nous, en tant que spécialistes, on le demande exceptionnellement parce qu'il faut que ça nous apporte quelque chose. Donc généralement, on le demande dans des situations très complexes ou des pathologies neurologiques. Autrement, ça ne change pas du tout l'attitude thérapeutique. Alors ensuite, il y a des outils d'évaluation, il y a des échelles, etc. pour évaluer. Donc tout ça, c'est des choses qui servent plutôt dans le domaine de la publication pour avoir des quantifications et des réponses au traitement. Il y a le délai de sécurité, donc c'est quelque chose qu'on obtient facilement à l'interrogatoire. Et puis la quantification des fuites en pratique. Quand les patients ou les patientes souffrent de fuites, on la quantifie par le nombre de protections ou de couches portées par 24 heures. Ou le nombre de fois où les gens doivent se changer. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire qu'il y a des échelles qui permettent de quantifier le degré de la gêne. Alors, donc on a dit que pour quantifier les fuites, quand il y en a, c'est le nombre de garnitures par jour, ou le pas de test. Donc le pas de test sur 24 heures, c'est qu'on pèse les protections, on les pèse sèches, et puis quand elles sont mouillées, et ça nous donne une quantification des fuites en grammes. Voilà, donc le bilan urodynamique, je vous disais qu'il n'est pas recommandé en première intention, d'ailleurs même par toutes les sociétés savantes. Il est souvent recommandé en cas d'échec thérapeutique. On verra la thérapeutique de première intention, ou alors quand on suspecte une étiologie non idiopathique ou une étiologie neurologique surtout. Donc dans le bilan urodynamique, l'objectif c'est effectivement, on peut objectiver donc la traduction urodynamique, je vous l'ai dit, de l'hyperactivité vésicale clinique, c'est l'hyperactivité détrusorienne. Et donc celle-ci va se traduire durant la phase de remplissage par des contractions du détrusor, et puis avec des besoins qui sont précoces, qu'on appelle les B1, B2, B3. Donc on commence à infuser la vessie du patient ou de la patiente avec du sérum physiologique, et on lui demande de nous dire dès qu'il commence à ressentir le premier besoin, le deuxième besoin, le troisième besoin. Et donc ces besoins, évidemment, en cas d'hyperactivité vésicale, sont de plus en plus précoces, etc. Donc l'intérêt majeur ensuite du bilan urodynamique, c'est de voir s'il y a une obstruction dans la courbe de débimétrie, et puis surtout déceler ce qu'on appelle les dysynergies vésico-sphinctériennes, donc dans les pathologies neurologiques notamment. Et ces dysynergies sont très dangereuses pour le haut appareil urinaire. Donc on a des contractions très fortes du détrusor, avec une augmentation de pression importante, sans relâchement du sphincter. Donc il y a un manque de synergie entre le détrusor et le sphincter, et ça peut entraîner des reflux vers le haut appareil urinaire et des destructions du haut appareil urinaire. Voilà. Alors globalement, si elle n'est pas idiopathique, quelles peuvent être les causes? Donc on a évidemment les causes locales. Si on se rappelle le schéma de toute la commande, donc on a bien sûr les causes locales au niveau de la vessie. Ça peut être des infections, une tumeur, un calcul. Donc toute
pathologie qui va irriter la vessie. L'obstruction, maintenant vous savez que l'obstruction elle-même peut entraîner une hyperactivité vésicale réactionnelle dans l'adénome, la sténose de l'urètre, une bandelette posée pour une incontinence un peu trop serrée, etc. Une sonde, bien évidemment, les gens, quand ils ont un corps étranger, une sonde Gigi, ça donne une hyperactivité vésicale. Donc ça, c'est des causes, je dirais, passagères. Ensuite, ça peut être psychologique, là c'est un peu plus complexe. Et ensuite, on a les facteurs neurologiques. Alors au milieu de tout ça, des choses qui sont évidentes, donc neurologiques, locales, inflammatoires, etc. On a des entités un petit peu nouvelles, notamment l'obésité. Donc, le syndrome métabolique peut aussi est un facteur de risque d'hyperactivité vésicale et de troubles vésico-sphinctériens. Et on a aussi les habitudes comportementales, notamment la nicotine, donc le tabac, et certains irritants vésicaux. Donc le plus connu, c'est la caféine qui est contenue dans le thé et dans le café. Le diabète, donc ça, c'est via l'atteinte neurologique, etc. Et puis le vieillissement détrusorien, ça, c'est la notion qu'on a vue au tout début. Et puis au final, il y a les causes médicamenteuses. Donc tout ça, ça peut paraître complexe, mais selon le cas, vous allez pouvoir rapidement être orienté s'il y a une cause potentielle ou si simplement c'est une hyperactivité vésicale idiopathique. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des vrais papiers qui démontrent la prévalence plus importante de l'hyperactivité vésicale et des troubles vésico-sphinctériens, même de l'incontinence urinaire d'effort chez les patients et les patientes obèses. Alors, selon les cas, bien sûr, qu'on peut être amené à détecter des pathologies qui peuvent entraîner de l'hyperactivité vésicale. Ce qui doit attirer votre attention, bien évidemment, c'est le contexte du patient. Est-ce que c'est quelqu'un de 75 ans qui a fumé 40 paquets années, ou est-ce que c'est plutôt un jeune qui a zéro antécédent, mais qui a peut-être des troubles visuels ou autres qui peuvent vous orienter vers une CEP débutante? Ce qui doit attirer l'attention, c'est surtout les signes associés. Quand vous avez une hyperactivité vésicale avec des douleurs de vessie, c'est pas normal. Quand vous avez une hyperactivité vésicale avec de l'hématurie, c'est pas normal. Quand vous avez une hyperactivité vésicale avec des brûlures, c'est pas normal. Donc voilà, quand il y a des signes associés en plus, ça peut attirer votre attention et vous faire aller un peu plus loin en termes d'exploration. Alors pour s'entraîner, on va faire simplement un seul cas clinique pour élucider. C'est une patiente que j'ai vue réellement, elle a 82 ans. Comme antécédent principal, j'ai noté une pose de bandelette TVT, donc une bandelette sous-urétrale pour incontinence quelques années auparavant. Donc elle se plaint d'une hyperactivité vésicale et j'avais noté vraiment comme particularité, c'est des douleurs et des brûlures. Donc elle avait vraiment des douleurs et des brûlures. Alors ça, c'est, vous la recevez cette dame. En première intention, quel examen complémentaire allons-nous demander? Le CBU, oui, on est d'accord. Est-ce que vous allez doser un dosage de marqueur tumoral, L'échographie, exactement. L'IRM, peut-être pas en première intention. Encore moins le bilan urodynamique. Donc c'est ce qu'on a fait en première intention. Pardon? Oui, bien sûr, vous avez raison. J'aurais pu mettre BU plus ou moins ECBU. Effectivement, quand la BU est négative, elle a une bonne valeur prédictive négative chez la femme. Merci. En tout cas, l'analyse d'urine, on va la qualifier comme ça, et l'échographie pelvienne, c'est les examens en première intention. C'est ce qu'on a fait. Donc le CBU est stérile, mais il montre des traces de sang. Je vous rappelle qu'il montre également, permet de diagnostiquer ce qu'on appelle les hématuries microscopiques. Alors à l'échographie, j'avais une image hyper échogène. Malheureusement, j'ai pas l'image échographique, mais j'ai une autre image à vous montrer. Une image hyper échogène au niveau du col vésical. Voilà ce que j'ai. Alors ensuite, quel est l'examen? C'est un seul qu'il faut faire pour connaître la cause potentielle de l'hyperactivité vésicale de cette dame. La cystoscopie, en effet. Et voilà ce que j'ai retrouvé à la cystoscopie. Donc j'ai trouvé une calcification qui est collée au col vésical et qui est attachée en fait à la paroi. C'est pas un caillot mobile, en fait c'est une calcification sur une érosion de sa bandelette qu'elle avait eue quelques années au plus tard. Vous savez que tout corps étranger au contact des urines entraîne des calculs. C'est pour ça que jamais on utilise des fils non résorbables en urologie
Et tout matériel laissé en place va appeler des phénomènes de cristallisation, etc. Et ça entraîne un calcul. Donc cette dame, elle a surtout une irritation liée à ça. Donc bien évidemment, on va la traiter de façon symptomatique en attendant avec les médicaments dont on va parler, mais le traitement spécifique s'impose, c'est-à-dire qu'il faut lui enlever cette calcification et cette bandelette. Donc voilà, donc vous avez bien saisi le raisonnement. Donc dans la prise en charge, bien évidemment, les règles hygiéno-diététiques doivent faire partie de la prise en charge, c'est la base. Donc moi, je demande toujours aux patients qui se plaignent d'hyperactivité physicale quelles sont leurs habitudes en termes de consommation en thé, en café. Et ça, il faut les éduquer. L'alcool également, c'est principalement le vin blanc et la bière. Manger plus de fibres, contrôler son poids, parce qu'on a vu que le syndrome métabolique peut interférer, rester actif, stopper le tabac, puisque la nicotine joue un rôle également, et puis avoir des besoins mictionnels réguliers, ne pas réprimer les besoins physiologiques, et puis avoir une hydratation orale suffisante, mais sans excès. Bien sûr qu'on peut proposer de la rééducation. La rééducation, ce n'est pas uniquement pour le renfort en cas d'incontinence urinaire d'effort, même pour l'hyperactivité physicale ça peut marcher, mais c'est une rééducation un peu particulière. Alors tous les kinés ne la maîtrisent pas, c'est plutôt de la kinésithérapie de relaxation avec électrostimulation, biofeedback périnéal, etc. Donc voilà, cognitivo-comportemental. Alors maintenant, la base du traitement, c'est le traitement médicamenteux. Donc on sait que les récepteurs vésicaux, c'est les récepteurs muscariniques, donc c'est l'acétylcholine. Donc les premiers traitements, d'ailleurs c'est très connu, c'est les anti-muscariniques. Je vous rappelle qu'il y a 5 types de récepteurs et c'est principalement le M3, le récepteur 3 qui est prédominant au niveau de la vessie. Donc plus les médicaments vont avoir une spécificité vers ce récepteur, plus ils vont avoir une efficacité avec moins d'effets secondaires. Donc ça bloque, on a dit, les récepteurs muscariniques à faible dose, bien évidemment. Ça inhibe donc ces contractions involontaires pendant donc les phases de stockage, ou ce qu'on appelle la phase de remplissage. Mais ils ne vont pas rentrer en compétition pour la libération de l'acétylcholine dans la phase de la miction. Donc en principe, ça ne donne pas forcément des rétentions à des doses standards, sauf quand il y a une obstruction préexistante. Alors historiquement, je les ai mis par ordre de plus ancien vers le plus récent. Donc la plus connue, c'est l'oxybutinine, donc le ditropan qui souvent est en rupture, et l'Urostat qui est disponible. Alors c'est un médicament qui manque de sélectivité et surtout qui a une durée d'action, une demi-vie très courte. Donc il faut 3 à 4 prises par jour avec des effets secondaires qu'on connaît, sécheresse buccale, constipation, etc. Et il traverse la barrière hématoencéphalique, donc il peut donner des troubles confusionnels chez les personnes âgées. Ensuite, il y a eu le Ciris qui n'a jamais été référencé au Maroc, mais même en France, on l'utilise très peu. Et puis, il y a la solifénacine, donc le VK aujourd'hui, qui est une très très bonne molécule. Et ensuite, il y a le Toviaz, qui est un peu plus récent, mais qui est non référencé ici. Donc les effets secondaires, je l'ai dit juste avant, c'est principalement la constipation, c'est rare avec les nouvelles molécules, la sécheresse buccale, mais aussi la sécheresse oculaire. Alors il y a très peu de contre-indications, il y en a 2, des contre-indications absolues, c'est le glaucome mais à angle fermé, qui n'est pas fréquent, et puis la myasthénie. Donc ces molécules peuvent être utilisées, on va dire, de façon assez simple chez à peu près tous les patients. C'est très rare d'avoir ces contre-indications-là dans la pratique courante. Les doses, bien évidemment, doivent être progressives en fonction de l'efficacité et de la tolérance, et en prévenant les patients que ce n'est pas au bout d'une semaine qu'ils ressentent des fois les bienfaits, mais le traitement doit être donné pour plusieurs semaines. D'ailleurs, la majorité des papiers évaluent l'efficacité à 3 mois. Alors, simplement, pour l'oxybutinine et la solifénacine, donc l'oxybutinine c'est l'Urostat, la solifénacine c'est le VK. L'oxybutinine, je pense que vous connaissez tous, c'est 5 à 30 mg, mais avec plusieurs prises par jour, etc. Quand vous voyez à droite surtout les taux d'abondant et les taux d'efficacité au milieu, vous voyez que c'est celle qui a le plus de taux d'abondant en raison d'effets secondaires, avec une efficacité qui n'est pas très importante. Et la solifénacine, finalement, c'est la molécule qui se distingue le mieux, avec des taux d'abondant liés aux effets secondaires très faibles, de l'ordre de 4,8%. Qui est un taux identique au placebo, et un abondant pour manque d'efficacité également assez faible, de l'ordre de 4,7%.
Alors, à part les antimuscariniques classiques, il y a aussi un récepteur adrénergique cette fois-ci qui est le récepteur bêta 3. Et ce récepteur, quand on le stimule cette fois-ci, donc c'est par une nouvelle classe thérapeutique qui est disponible au Maroc, qui s'appelle le Mirabegon ou le Betmiga, eh bien ça entraîne une relaxation. Ça fait le même effet que les antimuscariniques, mais avec une classe thérapeutique différente. Donc c'est réservé à l'échec, on va dire, des traitements antimuscariniques classiques. Donc il y a eu plein d'études qui ont démontré sur le plan statistique un intérêt. Donc c'est une molécule qui a l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, mais pas le remboursement. Pourquoi ? Parce que l'effet est jugé cliniquement pas assez pertinent. On a une différence avec un petit p qui est significative, mais l'importance ou ce qu'on appelle le SMR, le service médical rendu, est assez faible, et donc il n'a pas le remboursement, même en France, par la caisse d'assurance maladie. Donc il a l'AMM, on peut le prescrire, mais les patients ne se font pas rembourser. Donc en pratique, c'est des prescriptions qui sont rares, à vraiment des cas réfractaires, pour des gens qui refusent les autres alternatives thérapeutiques que je vais vous citer rapidement. Donc il est bien toléré généralement, il y a peu d'effets secondaires, et en fait la posologie c'est 50 mg, et elle est divisée par 2 en cas d'insuffisance rénale chronique. Donc voilà, ça c'est le mécanisme d'action. À gauche, vous avez le mécanisme d'action des antimuscariniques dans la solifénacine, et donc c'est un antagonisme du récepteur M3, et à droite, vous avez l'efficacité du Betmiga, qui est un bêta-3 adrénergique ou mimétique. Alors la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on peut proposer? En cas d'échec des anticholinergiques, il y a 2 solutions qui existent. Il y a l'injection du Botox, ou la toxine botulique. Ce n'est pas utilisé uniquement en esthétique. Elle a l'AMM dans l'hyperactivité vésicale. Et puis la neuromodulation sacrée. Donc la toxine botulique, donc tout le monde connaît le Botox, il a un principe, l'action de la toxine est locale, puisqu'elle est injectée pendant une cystoscopie. Et elle a une efficacité qui est réelle, sauf que cette efficacité dépend de la dose qu'on injecte, donc on démarre souvent à petite dose pour ne pas entraîner une rétention. L'inconvénient simplement, c'est que l'effet se perd dans le temps, ou diminue dans le temps, donc la durée moyenne de l'action du Botox, c'est en moyenne 6 mois. Et ça veut dire que les gens qui sont réfractaires aux médicaments, qui relèvent du traitement par Botox, on les prévient que ça peut être répété tous les 6 mois, mais c'est quelque chose qui est simple, qui est fait en ambulatoire. Voilà, avec des effets secondaires au niveau général assez limités. C'est principalement l'effet secondaire local de la rétention, mais cet effet secondaire est limité par la dose qu'on injecte. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. L'injection peut être faite à la fois avec un cystoscope souple ou rigide, avec un canal opérateur. On a une aiguille qui est spéciale, qui passe dans le canal opérateur. Donc on prépare simplement la poudre en la diluant dans du sérum physiologique et on l'injecte dans plusieurs points durant une cystoscopie. Les patients sortent tout de suite après. C'est fait soit sous sédation, anesthésie loco-régionale ou une rachie, peu importe. Et ensuite, il y a la neuromodulation sacrée. Alors la neuromodulation sacrée, comme son nom l'indique, c'est vraiment une neuromodulation et non une stimulation. C'est quelque chose qui a été inventé principalement par Medtronic, c'est l'Interstim. Et en fait, on implante une électrode au niveau du troisième racine sacrée, troisième trou sacré, pour moduler la troisième racine sacrée. Et la modulation de cette racine va entraîner soit une stimulation, soit une abolition des autres voies. Donc c'est un mécanisme assez complexe. Donc ça peut rétablir un équilibre mictionnel en inhibant le réflexe mictionnel, sans interférer avec la miction elle-même. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui date, mais simplement c'est peu connu, en tout cas dans notre contexte, en raison d'une question de coût et de remboursement. Elle a plusieurs indications. Ça, à la fois sur le plan urinaire, mais aussi anorectal, puisqu'elle traite également certaines incontinences anales, puisque le plexus hypogastrique inférieur joue un rôle à la fois dans le contrôle mictionnel, mais aussi sphinctérien sur le plan anal. Donc voilà, le principe, comme je vous l'ai dit, c'est l'inhibition du réflexe mictionnel par stimulation électrique des structures pelviennes avec des afférences nerveuses, mais ça joue aussi un rôle assez complexe en interférant avec le système cortical et sous-cortical.
Donc elle a des taux d'efficacité et d'amélioration qui sont assez spectaculaires. Elle se fait de façon assez codifiée maintenant. Donc l'indication, une fois qu'elle est posée, on fait ce qu'on appelle un test en numéro 2. Donc on met simplement l'électrode sans implanter le petit pacemaker au niveau de la fesse. On fait d'abord un test avec l'électrode seulement. Le patient sort, il passe quelques jours chez lui avec un stimulateur mais plutôt externe, donc il accroche au niveau de la ceinture. Et si le test est positif, seulement après c'est jugé positif s'il y a une amélioration de moins 50%, et bien à ce moment-là on implante le petit pacemaker. Puis ensuite il y a un suivi. Donc le mode opérateur, je vous l'ai dit, ça peut être fait sous anesthésie locale d'ailleurs. Voilà le matériel classique, donc tout ça c'est fourni bien sûr avec tout est de l'usage unique. C'est fait en décubitus ventral et nous on l'obtient en fait, on sait qu'on est sous scopie, sous repérage scopique, on repère le troisième trou sacré, on pique sous anesthésie locale, on met l'électrode et on sait qu'on est en place quand on a une réaction soit du gros orteil, soit au niveau de la marge anale. Voilà. Donc voilà, ça c'est vous voyez l'interstime de Medtronic. Donc c'est le petit pacemaker qui est implanté au niveau de la fesse et qui est relié à cette électrode qu'on tunélise par voie sous-cutanée. Donc voilà la radio d'un patient qui est implanté à la fois de face et de profil pour que vous voyez à quoi ça correspond en pratique. Et les patients partent avec une télécommande, donc ils peuvent gérer un peu l'intensité, désactiver leur système en cas de problème, etc. Alors, une technique un peu intermédiaire entre ces deux techniques-là, qui revient vachement à la mode, et dont je vous parle, c'est la stimulation du nerf tibial postérieur. Alors, le mécanisme d'action est assez complexe, mais c'est quelque chose que les patients font eux-mêmes, à domicile, avec des patchs qui sont collés au niveau tibial, que vous voyez sur la photo de gauche. Au Maroc, je crois que la société Locamed commercialise un système de TENS, d'ailleurs ça s'appelle la TENS, TENS. Et en fait, on explique le principe aux patients. Ils font des séances de 15-20 minutes chez eux en regardant la télé et ils ajustent l'intensité en fonction de la douleur ressentie ou pas. Donc ils doivent rester en dessous d'un certain seuil. Et ils font ça pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec une efficacité qui peut être obtenue. Et je vous dis, les mécanismes sont assez complexes, mais les hypothèses, c'est que ça va moduler aussi le comportement des centres sacrés, mais également au niveau cortical, donc au niveau cérébral. Et donc, probablement dans les prochaines recommandations, ça va peut-être même passer en première intention avant les traitements médicamenteux, mais je n'ai pas la confirmation. Donc voilà, ça c'est comment ça marche. Je vous ai dit que c'est quelque chose qui est assez complexe, mais c'est des hypothèses sur le plan physiopathologique via une modulation d'un territoire métamérique. Alors, en conclusion, donc l'hyperactivité vésicale est une pathologie fonctionnelle qui est très fréquente, qui entraîne une altération de la qualité de vie. Alors tout l'intérêt de votre démarche diagnostique, c'est surtout d'éliminer une HAV secondaire, donc voir s'il n'y a pas une cause à traiter, pour ne pas passer à côté d'une tumeur de vessie, d'une pathologie neurologique, etc. Mais souvent, le contexte clinique de votre patient vous l'évoque assez facilement. Et puis, le deuxième intérêt de la démarche, c'est d'évaluer l'importance du trouble. La prise en charge, il ne faut pas oublier qu'elle doit être à la fois non médicamenteuse et médicamenteuse. À ce jour, les anticholinergiques, notamment de nouvelle génération, avec une seule prise par 24 heures, dont la solifénacine ou le VK, restent la base du traitement, avec une tolérance qui reste très bien parfaite. Et puis, retenez que pour les formes réfractaires, il y a soit la nouvelle classe thérapeutique en l'absence de remboursement, mais avec une efficacité qui peut, en tout cas ça peut marcher dans un certain nombre de cas, et puis les autres alternatives, le TENS, donc, qui peut être utilisé par les patients eux-mêmes, le Botox, avec comme seul inconvénient la répétition, mais à des intervalles assez, je dirais, logiques, donc tous les 6 mois en moyenne, ou la neuromodulation sacrée, qui est un traitement définitif. Voilà, je vous remercie. En attendant que le topo suivant s'installe, je peux répondre à des questions éventuelles. Et je vais... Au nom de tous les membres du bureau, on remercie infiniment le professeur
Ouziane. Ouziane. Ouziane, je m'excuse. Et puis, j'ai une petite question. Oui. Quelle est la place de PRP en cas de troubles urinaires? Alors la question, je la répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est quelle est la place du PRP en cas de troubles urinaires? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de place, à ma connaissance. La seule place du PRP, et ça reste discutable, c'est dans la dysfonction érectile, où on le propose en injection intracaverneuse, mais là encore, même les résultats sont très controversés. D'accord, merci. Et, pardon, j'ai une autre question, si vous me permettez. Les troubles urinaires en postpartum, est-ce que le traitement se base seulement sur la kiné de périnée ou bien on ajoute le traitement médical? Très bien. Alors, les troubles urinaires du postpartum, est-ce que ça peut être géré uniquement par la kiné ou est-ce qu'il faut un traitement médicamenteux? Je dirais que tout dépend de quel trouble urinaire on parle. Parce qu'en postpartum, effectivement, il peut y avoir, surtout quand les accouchements ont été très dystoxiques ou que la patiente présente des facteurs de risque que vous connaissez parfaitement maintenant, notamment l'obésité, on peut avoir des troubles urinaires ou des fuites qui surviennent. Donc la kiné, je dirais que en présence ou en l'absence de troubles, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est obligatoire. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc c'est quelque chose qui doit rester systématique. La thérapie médicale, je dirais, après avoir éliminé une simple infection urinaire dans la grossesse, peut être aussi un facteur de risque. Il ne faut pas hésiter, en cas de composante polaquiurique ou d'hyperactivité, à donner des anticholinergiques pour atténuer le trouble qui souvent peut être passager. D'accord. J'ai une autre question, si vous permettez. Parmi les étiologies, vous avez mentionné aussi la pilosité sacrée. J'ai pas compris. Non, ce n'est pas une étiologie, la pilosité sacrée, c'est par rapport à détecter d'éventuels troubles trophiques dans le cadre de pathologies neurologiques. Ah, merci beaucoup. Merci. Oui. Ah, c'est gentil, merci. Merci à vous. Pardon, dites-moi. Oui, bien sûr. Alors l'hypoœstrogénie et la ménopause elle-même, puisque quand on parle de ménopause, ça veut dire qu'il y a une notion d'âge. Vous avez vu que d'ailleurs dans les deux sexes, l'âge est un facteur de risque par le biais du vieillissement. Et la ménopause aussi peut prédisposer comme facteur proprement parlé, indépendant. Mais là, il faut se méfier aussi parce que vous savez que la ménopause prédispose aussi aux infections récidivantes. Donc moi, quand il y a des infections récidivantes en plus de l'hyperactivité vésicale, je n'hésite pas à proposer une oestrogénothérapie locale, en l'absence de contre-indication. Et quand il n'y a pas de notion d'infection, je traite simplement avec les anticholinergiques, parce qu'il n'y a pas de preuve quant à l'efficacité de l'oestrogénothérapie locale, en dehors d'infection. Pour les infections, c'est prouvé. Pour la prévention des infections. Oui, pour les cystites en prévention, à la ménopause ou tout le temps? À la ménopause. Donc on va dire. Alors les cystites récidivantes, d'abord on élimine une cause, etc. Mais quand il n'y a pas de cause retrouvée, souvent on donne, quand c'est de l'Escherichia coli principalement, on donne des extraits de cranberry, mais pas en jus ou de façon naturelle, c'est vraiment des concentrés. Alors il y a l'urisanol qui existe au Maroc, de Pierre Fabre, qui est très bien concentré. Et ça fonctionne comme un antiadhésif. Donc ça limite l'adhésion des Escherichia coli à la muqueuse vésicale. Ensuite, en plus de ce traitement antiadhésif, ça peut nous arriver de donner une antibiothérapie prophylactique. L'intérêt de l'antibioprophylaxie, c'est que ça permet d'avoir une longue période de rémission et donc ça permet à la vessie de cicatriser complètement des épisodes d'infection qui eux-mêmes prédisposent aux infections suivantes, etc. C'est ce que j'explique aux patients. Je leur dis, il faut prendre une antibioprophylaxie pendant 3 à 6 mois, en plus de l'urisanol, en cas d'échec des mesures sans antibiotiques, pour permettre à la vessie de refaire ses propres barrières de défense. Et en cas de ménopause, en plus de ces deux médicaments-là, en traitement de fond, je rajoute l'oestrogénothérapie locale. Sauf contre-indication, bien sûr, cancer du sein. De rien, avec plaisir. Juste éjecter ma clé.